À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Au Sénégal, le nouveau gouvernement fait face au poids grandissant de la dette publique qui devrait absorber près de 70% des recettes de l'État en 2026. En Arménie, le Premier ministre Nikol Pachinian écarte l'idée d'un référendum sur une éventuelle adhésion à l'Union européenne. En Ukraine, la Russie a lancé plus de 600 drones et des dizaines de missiles lors d'une nouvelle offensive d'envergure. Apprenti chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, rebonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Sénégal, le nouveau gouvernement fait face à un défi majeur, la gestion d'une dette publique de plus en plus lourde. Selon les prévisions pour 2026, près de 70% des recettes de l'État seront consacrées au service de la dette, limitant considérablement les marges de manœuvre budgétaires. Une situation qui préoccupe les autorités à Dakar alors qu'elles cherchent à financer les priorités économiques et sociales. Suivons ensemble. Les Sénégalais se sont réveillés mardi avec un nouveau gouvernement. Le nouvel exécutif a été publié lundi, moins de 2 semaines après le limogeage d'Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre. La nouvelle équipe contient certains membres et alliés de son parti, alors que Sonko avait annoncé le boycott du gouvernement par le PASTEF majoritaire à l'Assemblée nationale, invoquant des désaccords sur sa constitution avec le président Bassirou Diomaye Faye. Les deux hommes ayant échangé avant la publication de l'équipe gouvernementale, le nouvel exécutif dirigé par Amadou Al-Haminou Mohamed Lo compte 30 membres. C'est une équipe de mission au regard des défis auxquels le pays est confronté. Le Sénégal croule en effet sous le poids d'une dette représentant 132% de son produit intérieur brut depuis 2024. Le pays va reprendre la semaine prochaine des discussions avec le Fonds monétaire international et espère conclure un accord avec l'institution de Bretton Woods d'ici au 30 juin. C'est un changement de cap par rapport à la ligne de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Au
Au moins 5 ressortissants mozambicains ont été tués en Afrique du Sud lors de récentes violences visant des migrants africains selon les autorités. Les faits se sont produits ces derniers jours dans plusieurs localités du pays où les étrangers sont régulièrement accusés de prendre les emplois des Sud-Africains et d'être impliqués dans la criminalité. Ces attaques ravivent les inquiétudes face aux tensions xénophobes persistantes dans la première économie du continent. Suivant un extrait de vidéo. 5 Mozambicains ont été tués dans des attaques xénophobes en Afrique du Sud. C'est en tout cas ce que Maputo a annoncé mardi, alors que 800 Mozambicains ont été pris dans les violences qui ont éclaté vendredi dans la ville côtière sud-africaine de Moselbey, poussant 300 d'entre eux à rentrer au bercail samedi. Un programme de rapatriement serait en cours pour les 500 autres, affirment les autorités mozambicaines. Congolais, Zimbabwéens, Nigérians, Ghanéens et autres, les migrants africains sont confrontés à une vague de violences xénophobes depuis des semaines en Afrique du Sud. Ils sont accusés de voler les emplois des Sud-Africains et d'être derrière la criminalité quasi endémique dans le pays. En Afrique du Sud, le chômage touche plus d'un tiers des habitants. Pourtant, les étrangers ne représentent à peine que 4% de la population active, selon une étude publiée l'année dernière par les Migrating for Work Search Consortium. En 2008, les violences contre les étrangers avaient fait 60 morts. En Éthiopie, près de 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi pour élire leurs représentants au Parlement. 8 ans après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre Abiy Ahmed cherche à consolider la majorité à travers ce scrutin législatif organisé dans plusieurs régions du pays. Seule exception, le Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, où les élections ne se tiennent pas en raison des conséquences du conflit qui a ravagé la région entre 2020 et 2022. Suivons ensemble. Des tentes surmontées d'un drapeau éthiopien. Dans ce quartier populaire d'Addis Abeba, les files d'attente s'allongent depuis l'aube ce matin. Ils sont 50 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui à travers tout le pays et certains attendent ici depuis le milieu de la nuit. Je suis arrivé au bureau de vote à 4 h du matin. Nous faisons toujours la queue pour voter. Pour ma part, je soutiens un parti politique qui, je le crois, apportera la paix à mon pays. Et c'est pour lui que je suis venu voter. À quelques rues de là, même ambiance, calme, silencieuse, et dans la foule de nombreux jeunes, dont certains votent pour la première fois. C'est une première pour moi en tant que citoyen éthiopien. C'est une très bonne expérience. Je suis venu pour contribuer à déterminer le destin social et économique de notre pays, puisque nous traversons aujourd'hui une période très critique. Pourtant, le scrutin se déroule sans grand suspense. 11 000 candidats, 47 partis en lice, mais un seul favori, le parti de la prospérité du Premier ministre sortant, Abiy Ahmed, candidat à sa succession. Comparé aux pays d'Afrique de l'Ouest et du Sud ou aux pays voisins d'Afrique de l'Est qui n'ont pas beaucoup expérimenté les processus démocratiques, ces élections aujourd'hui en Éthiopie vont faire progresser la démocratie et vont renforcer la confiance du public envers nos institutions. Le centre de réflexion Chatham House précise pourtant dans une note récente que la plupart des opposants politiques sont soit en exil, soit interdits de séjour. Certains sont même emprisonnés. Enfin, dans le Tigré, région du nord-ouest du pays ravagée par une guerre jusqu'en 2022, le scrutin est annulé, en cause notamment une communication entre le gouvernement régional et fédéral totalement rompue depuis un mois. Réunis à Bruxelles ce jeudi, les États membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert à la création de centres d'accueil situés en dehors du territoire européen pour héberger des migrants en situation irrégulière. Cette décision, annoncée dans le cadre du renforcement de la politique migratoire de l'UE, vise à mieux gérer les flux migratoires et les procédures du retour. Les détails dans ce journal.
Figaro fait état d'une série de mesures pour accélérer les expulsions et permettre aux États qui le souhaitent, en tout cas, d'envoyer les déboutés du droit d'asile dans des hubs de retour sans lien avec leur pays d'origine. Le quotidien belge Le Soir évoque un compromis après d'âpres négociations sous la pression grandissante de la droite et de l'extrême droite au sein de l'UE qui se retrouvent confrontés aux critiques des défenseurs des droits humains, mais également d'une partie de la gauche européenne. En Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung annonce que l'Allemagne, justement, tout comme le Danemark, l'Autriche, la Grèce, cherche déjà des pays partenaires pour ces futurs centres que certains envisagent d'installer au Rwanda, en Ouganda ou encore en Ouzbékistan. Pour El País, quotidien espagnol, l'UE confirme par ces mesures son durcissement en matière de politique migratoire à un moment où elle s'apprête à recevoir une délégation talibane, là encore pour discuter de futures éventuelles expulsions vers l'Afghanistan. Durcissement, dit également le Washington Post, qui voit l'Europe, je cite, poussée par la lassitude des électeurs face aux vagues migratoires vers les mêmes tactiques répressives que l'administration Trump pour dissuader les migrants de tenter leur chance. Autre information à présent, la Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi sur plusieurs régions de l'Ukraine plus de 600 drones ainsi que des dizaines de missiles, dont des missiles balistiques particulièrement difficiles à intercepter selon l'armée de l'Ukraine. Cette nouvelle vague d'attaques a fait plusieurs morts et d'importants dégâts, illustrant une nouvelle escalade du conflit entre Moscou et Kiev. Retour sur cette offensive d'envergure. Au milieu de la nuit, le ciel s'illumine comme en plein jour. Kiev a une nouvelle fois été ciblé par les missiles russes. Si certains ont été abattus par la défense aérienne, d'autres ont touché leur cible, pour la plupart des immeubles résidentiels, faisant plusieurs victimes. Rapidement, les habitants se sont réfugiés massivement dans le métro de la capitale ukrainienne. C'est difficile à la fois mentalement et physiquement. On aimerait pouvoir se réveiller le matin en prenant un café. À la place, nous devons venir ici. Je rêve uniquement de la fin de la guerre. Mais j'ai perdu tout espoir. Je sais pas, c'est dur. Désolée d'être émotive. Ces dernières heures, la Russie intensifie clairement ses frappes. Les villes de Dnipro et Kharkiv à l'est ou encore Odessa au sud ont aussi été touchées. Vendredi dernier, lors de son adresse quotidienne aux habitants, Volodymyr Zelensky annonçait l'imminence de telles frappes. Les avertissements de nos services de renseignement concernant des frappes massives russes restent en vigueur. Une frappe de grande ampleur peut avoir lieu. Ils s'y sont préparés. Nos défenseurs du ciel sont en alerte 24 heures sur 24, autant que le permettent les livraisons que nous avons. Selon les dernières données, au cours du mois de mai, la Russie a lancé 211 missiles balistiques contre l'Ukraine, dont un missile de type Oreshnik, ainsi que 8150 drones de longue portée, soit 24% de plus qu'en avril. Les autorités ukrainiennes affirment avoir intercepté 91% de ces projectiles et continuent de frapper l'intérieur de la Russie. L'Ukraine a développé un système pionnier de défense antiaérienne grâce à l'aide de ses alliés occidentaux. Mais les responsables ukrainiens avertissent, leur stock de munitions. Au Chili, le président José Antonio Cast a présenté lundi devant le Parlement à Santiago son premier discours de politique générale depuis son arrivée au pouvoir il y a 3 mois. Confronté à une baisse de popularité, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures, notamment dans le domaine de la sécurité, avec l'objectif de répondre aux préoccupations des citoyens et de redynamiser son action gouvernementale. Suivons ensemble. Son arrivée au Parlement est soigneusement mise en scène. Pour son premier discours de politique générale, le président d'extrême droite du Chili fait appel à ses fondamentaux. Nous devons nous attaquer à ce crime organisé et alourdir considérablement les peines associées à la délinquance, car la criminalité a pris de l'avance sur notre législation. Lutte contre la criminalité, mais aussi contre l'immigration clandestine, les 2 mantras du programme qu'il a porté au pouvoir en décembre dernier. Les personnes qui sont entrées de manière irrégulière doivent quitter notre pays.
Cela peut être encouragé et dans les jours à venir, nous allons présenter une réforme et des mesures administratives pour créer un plan de retour. Encourager les départs volontaires, mais aussi empêcher les nouvelles arrivées. Voilà les deux outils du président qui a fait du sujet une priorité. En mars dernier, quelques jours seulement après sa prise de fonction, il inaugurait la construction d'un mur à la frontière avec le Pérou pour lutter contre l'immigration illégale. C'était une fenêtre ouverte, nous sommes en train de la fermer. Autre grand chantier de José Antonio Cast, ce que la presse locale appelle la méga-réforme, un projet présenté le 22 avril, mélange de baisse d'impôts et de coupes budgétaires avec lesquelles le président promet la santé économique du pays, sans convaincre une partie de la population, comme ces Chiliens, bien décidés eux aussi, à marquer le premier discours de politique générale du président. Et dernière actualité pour clôturer cette édition, à 5 jours des élections législatives en Arménie, le Premier ministre Nikol Pachinian a rejeté lundi à Erevan l'appel du président russe Vladimir Poutine en faveur d'un référendum sur une éventuelle adhésion de l'Arménie à l'Union européenne. Le chef du gouvernement arménien a estimé que les relations entre Erevan et Moscou traversaient actuellement une phase de transformation dans un contexte politique marqué par la campagne électorale. Suivons à présent. Comment gagner en autonomie sans froisser son principal partenaire économique et puissance dominante de la région ? C'est le dilemme auquel l'Arménie est confrontée, sommée par Moscou de faire un choix entre continuité dans leurs relations et volonté d'adhésion européenne. Le Premier ministre arménien, qui a déjà évoqué l'idée d'un référendum pour trancher, joue la montre. Tant que l'Arménie n'aura pas officiellement demandé son adhésion à l'Union européenne ou ne se sera pas rapprochée du statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE, il est illogique d'organiser un quelconque référendum. Nikol Pachinian réagit à la pression exercée ces derniers jours par la Russie. Restriction par Moscou des échanges commerciaux, rappel de l'ambassadeur russe à Yerevan samedi, et la veille, c'est Vladimir Poutine lui-même qui exige une clarification du positionnement stratégique de l'Arménie. Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré qu'il jugeait opportun d'organiser un référendum dans son pays pour déterminer où l'Arménie devait se positionner, au sein de l'Union eurasienne ou de l'Union européenne. Nous souhaiterions que cela se fasse au plus vite. Dans la même allocution, le président russe réaffirme même que le conflit en cours en Ukraine a débuté après la demande d'adhésion de Kiev à l'UE, dressant une comparaison avec la situation arménienne. Les relations bilatérales entre Moscou et Yerevan se sont effectivement refroidies depuis l'inscription dans la loi l'année dernière de la volonté de l'Arménie de rejoindre les 27. Ce lundi, le porte-parole de la Commission condamne les tentatives de coercition russe et évoque une volonté d'ingérence dans les législatives organisées dimanche prochain. Un scrutin sur lequel une autre grande puissance s'implique, les États-Unis. Le secrétaire d'État Marco Rubio s'est rendu en Arménie la semaine dernière et Donald Trump lui-même a apporté son soutien à Nikol Pachinian, qui sera opposé à des candidats majoritairement pro-russes. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.